Le sanglot étouffé de Lucas résonna dans le silence oppressant de la salle de réunion, comme un coup de poignard dans l'air déjà chargé de tension. Charles, assis en face de lui, leva les yeux de ses notes impeccables, son regard bleu glacier perçant l'âme du jeune avocat comme une lame affûtée. « Tu crois vraiment que tes excuses pathétiques vont effacer ce que tu as fait » murmura-t-il d'une voix basse, veloutée, qui fit frissonner Lucas malgré la rage qui bouillonnait en lui. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en un labyrinthe de trahison pour Lucas Moreau, un avocat ambitieux de 28 ans fraîchement sorti de l'école de droit de la Sorbonne. Dans les couloirs feutrés du cabinet d'avocat international le droit éclatant, niché au cœur du Marais, il avait croisé pour la première fois Charles Duval, 32 ans, l'étoile montante du service juridique. Charles, avec son costume sur mesure taillé comme une seconde peau, ses cheveux châtains impeccablement coiffés et son sourire qui désarmait les juges les plus sévères, incarnait tout ce que Lucas haïssait, la perfection feinte, l'arrogance masquée sous un vernis de charme. Fils d'une famille bourgeoise de Neuilly, Charles avait gravi les échelons avec une facilité déconcertante, collectionnant les victoires judiciaires comme d'autres les timbres. Lucas, lui, issu d'un quartier modeste de Belleville, avait dû se battre pour chaque mètre cube d'air dans ce monde élitiste, ses nuits blanches payées en café amer et en rêves brisés. Leur première confrontation avait eu lieu lors d'une affaire mineure de fusion d'entreprises, un dossier banal que Charles avait monopolisé sans un mot d'excuse. Morceau de gâteau avait-il lancé avec un clin d'œil complice aux associés, ignorant superbement la contribution de Lucas. Ce jour-là, une étincelle de haine s'était allumée en Lucas, une flamme qu'il nourrissait en silence, observant Charles flirter avec les stagiaires, dominer les réunions d'un geste de la main. Pourtant, sous cette aversion, il y avait autre chose, un trouble inavoué, une fascination pour la ligne ferme de sa mâchoire, pour la façon dont ses lèvres s'étiraient en un sourire carnassier. Lucas niait, bien sûr. Il n'était pas comme ça. Pas gai, pas vulnérable. Juste un homme en colère contre un système qui récompensait les beaux parleurs. Les mois passèrent, et le cabinet devint un champ de bataille invisible. Lucas sabotait subtilement les arguments de Charles lors des briefings, glissant des notes erronées dans ses dossiers. Charles ripostait par des remarques acerbes, disséquant les faiblesses de Lucas devant tout le monde avec une précision chirurgicale. Si tu passais moins de temps à rêver et plus à relire tes clauses, on n'en serait pas là, avait-il lancé un après-midi pluvieux, sous les yeux amusés de la secrétaire. Lucas avait serré les poings, imaginant pour la première fois ses mains autour du cou de Charles non pas pour étrangler, mais pour autre chose de plus primal, de plus interdit. Cette pensée l'avait hanté jusque dans ses nuits solitaires, dans son petit appartement du 11e arrondissement, où les murs suintaient d'humidité et de regret. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les quais de Seine, l'affaire qui allait tout changer atterrit sur leur bureau, la défense d'un jeune activiste LGBTQ+, accusé de diffamation par une multinationale pharmaceutique. Marc, 24 ans, un étudiant en art queer dont les graffitis dénonçaient les discriminations dans les labos, avait vu sa vie basculer en un tweet viral. Lucas, touché par l'histoire où il se rappelait ses propres luttes pour accepter son attirance refoulée, se porta volontaire avec ferveur. Charles, bien sûr, fut assigné co-lead, son expertise en droit des médias étant incontestable. « On va le sauver », promit Lucas à Marc lors de leur première rencontre dans un café exigu de Montmartre, ignorant le regard sceptique de Charles assis en retrait. Les préparatifs furent un enfer. Charles imposait ses méthodes rigides, relisant chaque ligne jusqu'à l'obsession, tandis que Lucas plaidait pour une approche plus humaine, plus passionnée. Le droit n'est pas un poème, Moreau raillait Charles, ses yeux pétillants d'une moquerie qui masquait une vulnérabilité que Lucas devinait à peine. Lors d'une nuit blanche au bureau, alors que la tour Eiffel scintillait au loin par la fenêtre, la tension éclata. Lucas, épuisé, renversa son café sur les notes de Charles. Espèce d'idiot maladroit, siffla ce dernier, bondissant sur ses pieds. Lucas riposta, et toi, espèce de robot prétentieux qui étouffe tout ce qu'il touche. Leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres, le souffle court, l'air chargé d'électricité. Charles attrapa le col de la chemise de Lucas, le plaquant contre le bureau. « Tu me hais tant que ça », murmura-t-il, sa voix rauque trahissant un désir qu'il n'avait jamais nommé. Lucas, le cœur battant, sentit ses lèvres effleurer celles de Charles un instant suspendues, avant que la raison ne reprenne le dessus. Il le repoussa violemment. « Sors d'ici », cracha-t-il, fuyant dans la nuit parisienne, ignorant le trouble qui le rongeait. Le lendemain, l'affaire prit une tournure dramatique. Marc, sous pression, confia à Lucas un secret, il avait falsifié une partie de ses preuves pour amplifier l'impact de son activisme. C'était pour la cause, pleura-t-il. Lucas, déchiré, hésita.
Révéler cela ruinerait tout, le taire, ce serait trahir son éthique. Charles, flairant le malaise, le confronta dans les toilettes du cabinet. « Qu'est-ce que tu caches, Lucas ? Ne me mens pas. » Pour la première fois, il prononça son prénom sans sarcasme, et cela brisa quelque chose en Lucas. Sous le poids du regard de Charles non plus glacial, mais implorant, il avoua tout. Charles pâlit. « Tu es un fou. On doit le dire aux associés. » La dispute qui suivit fut un ouragan, accusations volèrent, chaises renversées, et dans la fureur, Charles embrassa Lucas à un baiser brutal, affamé, qui goûtait la trahison et le besoin. Lucas répondit, ses mains agrippant les cheveux de Charles, avant de le gifler. « Ne me touche plus jamais. » La révélation éclata au tribunal, orchestrée par Charles qui, dans un sursaut d'intégrité, avait alerté les supérieurs. L'affaire s'effondra, Marc fut arrêté pour faux témoignage, le cabinet épinglé pour négligence. Lucas, accusé d'avoir sué et tué, fut suspendu. La presse s'empara du scandale, titrant sur le cabinet qui a trahi les siens. Charles, promu pour sa transparence, devint l'homme du moment, mais son triomphe était amer. Il erra dans les rues de Paris, hanté par le goût des lèvres de Lucas, par la douleur dans ses yeux quand il avait appris la trahison. Des mois passèrent. Lucas, ruiné, s'était exilé dans un village provençal, soignant ses plaies en peignant des toiles anonymes, luttant contre l'alcool et les souvenirs. Charles, au sommet, se sentait vide, ses nuits remplies de regrets. Un jour, une lettre arriva, « Reviens. J'ai menti pour te protéger, mais j'ai tout perdu en te perdant. » Signé Charles. Lucas, le cœur en miettes, prit le train pour Paris. Ils se retrouvèrent sous la pluie, sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés murmuraient des promesses oubliées. « Pourquoi » demanda Lucas, trempé jusqu'aux os. Charles, les yeux rougis, avoua, « Parce que je t'aime depuis le premier jour. Ta rage, ta vulnérabilité c'était toi, pas l'avocat parfait que je prétends être. » Leur baiser, cette fois, fut lent, profond, un baume sur les cicatrices. Mais le destin, cruel, intervint. Une ancienne affaire refit surface, Charles avait, des années plus tôt, couvert un scandale familial impliquant son père, un magnate accusé de harcèlement sexuel. La presse, affamée, lia cela au drame de Marc, accusant Charles d'hypocrisie. Le cabinet le lâcha, il se retrouva seul, traqué par les paparazzis dans les ruelles du Marais. Lucas, revenu pour lui, le trouva effondré dans son appartement haussmannien, entouré de bouteilles vides. « Je suis un monstre » sanglota Charles. Lucas le serra contre lui. « Non. Tu es humain. Et moi aussi. » Leur amour, né de la haine, fleurit dans l'adversité. Ils fondèrent un petit cabinet pro bono, défendant les oubliés et les quairs marginalisés, les victimes de trahison corporative. Paris, témoin indifférent, les vit marcher main dans la main le long de la Seine, leur rire mêlé au vent. La fin n'était pas parfaite, les cicatrices persistaient. Mais dans les bras l'un de l'autre, ils trouvèrent une humanité fragile, un amour qui défiait les jugements. Et un jour, sous un ciel clair, Lucas murmura, la colère était le début. L'amour, la suite. Dans les veines palpitantes du Marais, où les boutiques chics côtoient les bars underground au néon rose, Lucas Moreau foulait les pavés usés avec la détermination d'un homme traqué par ses propres démons. Il était 7 heures du matin, et Paris s'éveillait dans un concert de klaxons et de croissants frais, mais pour Lucas, chaque pas résonnait comme un reproche. Son costume gris, froissé par une nuit sans sommeil, collait à sa peau moite. Il avait 28 ans, des yeux verts ourlés de cernes, et un secret qu'il portait comme une croix, son aversion viscérale pour Charles Duval, ce collègue qui semblait sorti d'un catalogue de mode masculine, avec sa cravate toujours impeccable et son accent qui roulait les airs comme une caresse interdite. Le cabinet Le Droit éclatant trônait aux 42 rue des Francs-Bourgeois, un hôtel particulier rénové où le marbre froid des sols murmurait les ambitions dévorantes de ses occupants. Lucas y était entré 3 ans plus tôt, frais émoulu de la Sorbonne, armé d'un diplôme et d'une rage sourde contre l'élitisme français. Fils d'un ouvrier immigré et d'une couturière, il avait gravi les marches sociales à coups de bourse et de volonté de faire, mais ici, dans ce sanctuaire des puissants, il se sentait toujours comme un intrus. Et Charles ? Charles était l'incarnation de tout ce qu'il méprisait, le fils à papa, l'avocat prodige qui avait clerqué à la cour de cassation à 25 ans, et qui maintenant, à 32, menait les dossiers comme un chef d'orchestre invisible. Leur première rencontre avait été anodine, presque poétique dans sa banalité. C'était lors d'un pot d'accueil pour les nouveaux,
sous les lustres en cristal qui diffusaient une lumière dorée sur les visages rougis par le champagne. Charles s'était approché, verre en main, un sourire aux lèvres qui avait fait fondre les résistances de la salle. « Lucas Moreau ? J'ai entendu parler de ton mémoire sur les droits des minorités. » Impressionnant. Sa voix était un velours sombre, avec cette intonation parisienne chic qui faisait chanter les voyelles. Lucas avait hoché la tête, méfiant, sentant déjà le piège. « Merci. Et vous, monsieur Duval, vos plaidoiries sont légendaires. » Le compliment avait sonné faux, et Charles l'avait perçu, ses yeux bleus s'assombrissant un instant. « Appelle-moi Charles. On est collègues, pas en cours. » Mais la haine s'était insinuée plus tard, lors de l'affaire Renault vs. Syndicat ouvrier, un litige laborieux sur des licenciements abusifs. Lucas avait passé des semaines à creuser les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale, à compiler des précédents qui auraient pu faire pencher la balance. Il avait présenté ses findings lors d'une réunion pluvieuse, sa voix tremblant d'enthousiasme contenu. Charles, assis en bout de table, avait écouté en silence, puis, d'un geste nonchalant, avait balayé tout cela. Intéressant, mais obsolète. J'ai une jurisprudence plus récente de la CJE qui scelle l'affaire. Et hop, ses notes volèrent dans la corbeille, sous les applaudissements polis des seniors. Lucas avait quitté la salle les poings serrés, jurant en silence de ne plus jamais laisser ce Golden Boy lui voler la vedette. Les jours suivants furent une danse macabre de petites vengeances. Lucas oubliait d'ajouter Charles en copie sur des mails cruciaux. Charles, en retour, soulignait les fautes de frappe de Lucas lors des revues collectives, avec un « désolé, mon cher », mais la précision et d'or qui sonnait comme une gifle. Pourtant, dans les moments volés un regard croisé dans l'ascenseur, une main effleurant un dossier, Lucas sentait un frisson traître. Charles était beau, d'une beauté masculine et brute, avec ses épaules larges sous la chemise blanche et cette fossette au menton qui apparaissait quand il riait. « Arrête !» se morigénait Lucas dans le miroir de sa salle de bain exiguë, où la vapeur du rasoir brouillait son reflet. Il n'était pas attiré par les hommes. C'était juste de la jalousie professionnelle. L'affaire qui changea tout surgit comme un orage d'été, la défense de Marc Lefebvre, un artiste queer de 24 ans dont les installations provoquantes des sculptures de cœurs brisés en plastique médical dénonçaient les discriminations dans l'industrie pharma. Accusé de diffamation par Pharmacorp, une géante basée à Lyon, Marc risquait la prison et la ruine. Lucas, qui avait suivi ses expositions dans les galeries underground de Pigalle, se porta volontaire avec une ferveur presque messianique. Ses personnels, confia-t-il à sa meilleure amie, Sophie, une barista aux dreads bleus, lors d'un espresso tardif au Café des Phares. Les gens comme lui. Comme nous, on doit se battre. Charles fut assigné co-lead le lendemain, son CV impeccable en droit des médias faisant de lui le choix évident. La réunion d'attribution fut un fiasco. « Parfait, messieurs. Votre complémentarité sera notre force », lança le managing partner, ignorant la tempête qui couvait. Lucas fulmina en silence tandis que Charles, impassible, prenait déjà des notes. Leur première session avec Marc se déroula dans un bistrot bondé de Bastille, où l'odeur de friture se mêlait aux effluves de vin rouge. Marc, avec ses piercings et son tatouage arc-en-ciel sur l'avant-bras, raconta son histoire. Un collègue de Pharmacorp l'avait harcelé pour son orientation, et ses graffitis n'étaient que justice poétique. « Je ne regrette rien, dit-il, les yeux brillants. » Charles hocha la tête, professionnel. « On va monter un dossier en béton. Pas d'émotions superflues. » Lucas, agacé, ajouta, « Les émotions sont notre arme, Duval. Sans elles, on est juste des machines à close. » Les semaines suivantes furent un balai épuisant. Bureaux encombrés de piles de jurisprudence, nuits blanches sous les halogènes blafards, et disputes incessantes. Charles insistait sur la rigueur, relis ça, Lucas. Une virgule mal placée, et on perd. Lucas répliquait par des éclats de passion, c'est un homme, pas un contrat. Il faut du cœur dans nos arguments. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres du bureau au 5e étage, la cocotte minute explosa. Lucas, frustré par une révision tatillonne de Charles, balaya d'un geste rageur les papiers, renversant son café fumant sur le clavier immaculé de son rival. Merde, jura Charles, sa chemise éclaboussée de brun. Il se leva d'un bond, attrapant Lucas par les revers. Tu es insupportable. Toujours à tout foutre en l'air avec ton chaos. Leur visage était si proche que Lucas sentait la chaleur de son souffle mentholé, la veine qui pulsait à son cou. Et toi, tu étouffes tout avec ta perfection maladive, riposta Lucas, le cœur cognant comme un marteau.
L'instant s'étira, suspendu dans l'air chargé d'ozone. Les yeux de Charles, d'habitude si froids, brûlaient d'une flamme inconnue aux colères, oui, mais aussi désir brut, primal. Sa main remonta, effleurant la nuque de Lucas, et leurs lèvres se frôlèrent dans un presque baiser, un effleurement qui électrisa l'espace entre eux. Lucas recula comme brûlé, repoussant Charles avec violence. « Qu'est-ce que tu fous » siffla-t-il, la voix tremblante. Charles, le souffle court, lâcha prise, son masque de perfection fissuré pour la première fois. Rien. Oublie. Il quitta la pièce sans un mot, laissant Lucas seul avec le chaos de son propre cœur. Cette nuit-là, Lucas erra dans les rues luisantes de Paris, la scène noire comme un miroir brisé sous le Pont-Neuf. Il alluma une cigarette vice rare, réservée aux crises et aspira profondément, chassant le fantôme du baiser avorté. C'est la haine qui parle, se dit-il, ignorant le trouble qui s'insinuait, chaud et insidieux, dans ses veines. Loin de se douter que cette étincelle allait consumer leur vie. Les jours suivants au cabinet furent une comédie d'erreurs masquées, un pas de deux maladroits où Lucas et Charles évitaient tout contact direct, leurs regards se croisant comme des épées dans un duel invisible. Le dossier de Marc progressait, un colosse de paperasse et de stratégie, mais l'air entrecrépité d'un non-dit lourd, oppressant. Lucas se jetait dans le travail avec une fureur redoublée, interrogeant des témoins dans les cafés enfumés de Belleville, où les anciens employés de Pharmacorp crachaient leur venin sur les pratiques discriminatoires de l'entreprise. Ils nous traitent comme de la merde si on n'est pas hétéro et blanc, confia l'un d'eux, un quinquagénaire au regard las, un café serré entre ses mains calleuses. Ces témoignages, crus et humains, nourrissaient l'âme de Lucas, lui rappelant pourquoi il avait choisi ce métier non pour les salaires mirobolants, mais pour réparer les injustices que le monde infligeait aux invisibles. Charles, de son côté, excellait dans l'ombre, tissant des arguments légaux d'une finesse arachnéenne. Il passait des heures à la bibliothèque François Mitterrand, ses doigts agiles feuilletant des volumes reliés cuir, son esprit cartésien disséquant les failles de l'accusation adverse. Pourtant, la nuit du presque baiser le hantait. Dans son appartement cossu de l'île Saint-Louis, avec vue sur la cathédrale Notre-Dame dont les gargouilles veillaient comme des sentinelles, Charles s'allongeait sur son lit king size, fixant le plafond mouluré. « Qu'est-ce qui m'a pris » murmurait-il à l'obscurité, son corps tendu par un désir qu'il avait toujours réprimé. Fils d'un père banquier impitoyable et d'une mère pianiste distante, Charles avait appris tôt à compartimenter, le travail d'un côté, les faiblesses de l'autre. Son orientation, un secret bien gardé, n'avait jamais franchi les murs de son placard doré. Jusqu'à Lucas ce feu follet aux cheveux ébouriffés et au sourire espiègle quand il gagnait un point en réunion, ce mélange de vulnérabilité et de rage qui le désarmait. Leur collaboration forcée culmina lors d'une simulation de plaidoirie, dans la salle de conférence aux murs tapissés de livres anciens. Marc était là, nerveux, triturant son bracelet en cuir gravé d'un Love Wins effacé par l'usure. « Faites-moi passer pour un héros, pas un criminel » implora-t-il. Lucas ouvrit, sa voix vibrante peignant le portrait d'un artiste opprimé, un David Queer face au Goliath Pharma. Les mots coulaient comme une rivière en crue. « Marc Lefebvre n'est pas un diffamateur, il est la voix des silences que votre client étouffe depuis des décennies. » Charles suivit, sa plaidoirie un scalpel précis, citant articles et paragraphes avec une éloquence qui fit frissonner l'assemblée fictive. À la fin, un silence admiratif. Puis, seul à seul pour débriefer, la tempête revint. « Ton approche est trop théâtrale » critiqua Charles, rangeant ses notes d'un geste sec. « Et la tienne, trop froide. Marc a besoin de sentir qu'on le voit, pas qu'on le dissèque. » Lucas s'avança, trop près, le bureau entre eux comme une barrière fragile. Leurs voix montèrent, écho d'une passion refoulée. « Tu ne comprends rien à la douleur des autres parce que tout est servi sur un plateau » lança Lucas, les joues en feu. Charles riposta, blessant au vif, « Et toi, tu te noies dans tes bons sentiments parce que tu n'as pas les couilles de gagner pour de vrai. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles contourna le bureau, son corps imposant envahissant l'espace de Lucas. « Pourquoi tu me hais autant » demanda-t-il, la voix brisée. Lucas, piégé, sentit son pouce affolé. « Parce que tu me fais. » Il ne finit pas. Charles l'embrassa alors pas un effleurement, mais un assaut, lèvres exigeantes, mains possessives sur sa taille. Lucas résista une seconde, puis céda, ses doigts s'en mêlant dans les cheveux de Charles, un gémissement étouffé trahissant son abandon. Le baiser dura une éternité, goût de café et de sel, de haine transmuée en feu. Ils se séparèrent haletants, le regard hanté. « Ça ne change rien » murmura Lucas, fuyant vers la porte. Charles ne le retint pas, mais cette nuit, seul, il pleura des larmes rares,
pour un homme qui avait fissuré son armure. Le lendemain, le ciel de Paris s'assombrit. Marc confia à Lucas, lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin où les péniches paraissaient sous les saules pleureurs, un secret qui fit chanceler le monde. J'ai un peu exagéré l'épreuve. Ajouter des détails pour que ça frappe plus fort. C'était pour la cause, Lucas. Pour nous. Le jeune artiste baissait les yeux, sa voix un fil ténu. Lucas, le cœur serré, revit ses propres mensonges les nuits où il avait nié son attirance pour les hommes, se convainquant que c'était une phase. Révéler cela détruirait Marc, et l'affaire. Le taire, ce serait complice. Je dois y réfléchir, dit-il, la gorge nouée. Ce soir-là, dans les toilettes en marbre du cabinet, Charles le coinça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es pâle comme un linge depuis des heures. Son ton, pour une fois, n'était pas accusateur, mais concerné une tendresse masquée qui désarma Lucas. Sous les néons froids, avec l'odeur de savon antiseptique flottant, il craqua. Marc a falsifié des éléments. Pas tout, mais assez pour nous couler si ça sort. Charles pâlit, son visage se fermant comme une porte blindée. On doit le signaler. Immédiatement. La dispute fut féroce, c'est sa vie, Charles. Tu vas le sacrifier pour ton code moral à la con? Et toi, tu vas nous sacrifier tous pour ton idéalisme naïf. Dans la fureur, Charles attira Lucas à lui, l'embrassant à nouveau à un baiser désespéré, chargé de reproches et de pardon. Lucas répondit, mordant sa lèvre inférieure, avant de le repousser. Arrête. Tu me détruis. Il s'enfuit, laissant Charles seul avec le poids de la décision. La nuit parisienne enveloppait le cabinet d'un manteau de brume, les lumières de la place des Vosges scintillant comme des yeux accusateurs à travers les vitres embuées. Lucas rentra chez lui à pied, traversant le marais déserté, où les galeries d'art fermées murmuraient des promesses d'expositions futures sur l'amour queer ou ironie cruelle pour un homme dont le cœur battait au rythme d'un interdit. Son appartement, un 2 pièces aux murs lézardés par l'humidité, l'accueillait avec son silence habituel, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge bon marché. Il s'effondra sur le lit défait, revivant le baiser dans les toilettes, la fermeté des lèvres de Charles, la façon dont son corps s'était moulé au sien, éveillant des sensations qu'il avait fuies depuis l'université, lors d'une fête arrosée où un camarade l'avait embrassé sous les étoiles de la cour du Louvre. Je ne suis pas gay, se répétait-il comme un mantra, mais les mots sonnaient creux. Son téléphone vibra, un message de Sophie. T'as l'air d'un zombie. Raconte. Il tapa une réponse laconique, juste le boulot, et bloqua l'écran, incapable de confier le chaos. De l'autre côté de la ville, dans son duplex surplombant la Seine, Charles arpentait les parquets cirés, un verre de cognac à la main. La révélation de Lucas le rongeait, falsification. Il avait vu trop d'affaires s'effondrer pour ignorer le risque prison pour tous, réputation en lambeaux. Mais au-delà du légal, c'était personnel. Marc représentait ce que Charles avait toujours envié, la liberté d'être soi, sans masque. Et Lucas. Lucas était la clé de sa propre libération, ce tourbillon qui avait fissuré son contrôle. Le matin suivant, une réunion d'urgence fut convoquée. Le managing partner, un sexagénaire au cigare éteint perpétuel, trôna en bout de table. Messieurs, Pharmacorp renforce ses attaques. Ils ont un témoin clé, un ex de Marc qui jure que les graffitis étaient motivés par une rupture personnelle, pas par du harcèlement. Les visages se crispèrent. Lucas, les yeux rougis par l'insomnie, plaida pour une contre-offensive émotionnelle. Charles, la voix ferme, insista sur la solidité des preuves. Mais intérieurement, il bouillonnait. Après la réunion, il attira Lucas dans un couloir désert, tapissé de portraits austères d'avocats passés. J'ai réfléchi. On ne peut pas ignorer ça. Je vais en parler au senior. Lucas blêmit. Non. C'est de la trahison pure. Tu sacrifies Marc pour te couvrir. Leurs voix montèrent, attirant un regard curieux de la réceptionniste. Charles attrapa son poignet, le serrant juste assez pour faire mal. Et toi, tu me demandes de trahir mon serment? Pour un mensonge? Le contact envoya une décharge, Lucas se dégagea, mais pas avant que leur corps ne se frôle, reawakening le feu. Les jours suivants furent un lent supplice. L'affaire avançait vers le tribunal, avec des dépositions tendues dans les prétoires lambrissés du palais de justice, où l'odeur de cire et de vieux bois imprégnait l'air. Marc, de plus en plus parano, bombardait Lucas de messages, dit à ton partenaire de se détendre. Je gère. Mais Lucas voyait la peur dans ses yeux,
lors de leur dernière rencontre dans un parc ombragé de la butte Chaumont, où les châtaigniers rougissaient sous l'automne. Si ça sort, je suis fini, avoua Marc, une larme traçant un sillon sur sa joue poudrée. Lucas le serra dans ses bras, un geste fraternel, mais chargé de sa propre culpabilité. On va s'en sortir. Promis. Charles, lui, agissait dans l'ombre. Tiraillé, il consulta un mentor anonyme par mail, pesant le pour et le contre. La nuit, il rêvait de Lucas, des scènes où ils s'affrontaient sur le lit de soie de son appartement, haine et désir entremêlés en un érotisme fiévreux. Réveillé en sueur, il composait le numéro de Lucas, raccrochant avant la sonnerie. Finalement, la décision vint comme un coup près, il alerta les associés, anonymement d'abord, puis en nom propre lors d'une confession privée au partenaire. C'est pour protéger l'équipe, se justifia-t-il, la voix blanche. L'explosion fut cataclysmique. Au tribunal, 2 jours avant l'audience, les avocats adverses produisirent les preuves falsifiées, sourcées d'une fuite interne. K.O., Marc arrêté sur le champ pour parjure, menottes cliquetant comme un glas. Le juge, un homme aux lunettes pincées, suspendit l'affaire, jetant un regard réprobateur sur Lucas et Charles. Incompétence flagrante. Dehors, sous un ciel de plomb, la presse s'agitait, journalistes de Libération et du Monde mitraillant flash, titrant en scandale au cœur du droit, le cabinet qui a menti pour un militant queer. Lucas, hébété, affronta Charles sur les marches du palais. C'était toi. Tu nous as vendus. Charles, le visage ravagé, avoua, je devais. Pour nous sauver tous. Le coup de poing de Lucas partit, atteignant la joue de Charles dans un craquement sourd. Sauvé? Tu as tué Marc. Et nous avec. La gifle résonna plus fort que le choc physique. Charles toucha sa lèvre fendue, un filet de sang perlant au premier sang de leur guerre intime. Je t'aime, Lucas. C'est pour ça. Les mots tombèrent comme une grenade. Lucas recula, le monde vacillant. Mentais-tu aussi pour ça? Il tourna les talons, fuyant dans la foule, tandis que Charles s'effondrait contre une colonne, les sanglots secouant son corps d'avocat invincible. Le scandale empoisonna tout. Lucas suspendu pour une négligence, Marc en détention provisoire à Fresnes, pleurant sa liberté perdue. Charles, ironie du sort, promu pour sa vigilance, mais son triomphe était cendre. Les nuits devinrent alcool solitaire au comptoir général, où les hipsters queer dansaient sans savoir que l'un des leurs saignait intérieurement. Un mois plus tard, une lettre anonyme arriva chez Lucas, reviens. J'ai tout gâché, mais sans toi, je suis mort. Il la froissa, mais la garda, comme un talisman maudit. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris, la neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté. Lucas, chassé du cabinet par une suspension indéfinie, vendit son appartement du 11e pour une bouchée de pain, les murs encore imprégnés de l'odeur de ses nuits tourmentées. Il prit un train pour la Provence, direction un village perché d'Arles, où les champs de lavande endormis sous le givre murmuraient des secrets anciens. Son oncle, un ancien maçon aux mains noueuses, lui prêta une masse rustique aux volets bleus, perchée sur une colline dominant le Rhône argenté. Guéris-toi, neveu, grommela-t-il, posant une bouteille de pastis sur la table en chêne massif. Les premiers jours furent un brouillard d'apathie. Lucas se levait à l'aube, errait dans les oliveraies torsadées, le vent mistral fouettant ses joues comme des reproches. Il peignait un hobby oublié depuis l'adolescence, des toiles abstraites où le rouge de la colère se mêlait au bleu du désir refoulé, des formes évoquant 2 silhouettes enlacées dans une tempête. Haine en amour, titrait-il l'une d'elles, ignorant que c'était le portrait de Charles gravé dans sa chair. Les soirs, il buvait du vin rouge bon marché devant la cheminée crépitante, revivant la trahison, le tribunal, le coup de poing, ces mots « je t'aime » qui avaient transpercé son armure plus sûrement qu'une lame. À Paris, Charles sombrait dans un vide abyssal. Promu, oui, mais isolé, les collègues le félicitaient du bout des lèvres, le voyant comme le traître qui avait vendu un frère queer pour l'honneur du cabinet. Ces nuits étaient peuplées de cauchemars où Lucas le giflait encore, où Marc le maudissait depuis une cellule grise. Il travaillait comme un automate, gagnant des affaires mineures pour des clients indifférents, mais son cœur n'y était plus. Un soir, lors d'une réception au Fouquet's, où les lustres en cristal scintillaient sur des robes de couturier, il croisa un ex-amant à un mannequin éphémère croisé à une pride clandestine. « Tu as l'air brisé, chérie » murmura l'homme, effleurant son bras. Charles se déroba, fuyant vers les toilettes pour vomir son champagne. C'est lui. Toujours lui. Les mois s'écoulèrent en un lent purgatoire. Lucas,
sous le soleil provençal qui dorait les pierres romaines d'Arles, commença à se reconstruire. Il s'impliqua dans une association locale pour les droits LGBTQ+, aidant des jeunes migrants à naviguer les labyrinthes administratifs français. Lors d'un atelier d'écriture à la Maison des Jeunes, il rencontra un garçon de 19 ans, Amine, aux yeux noirs et au sourire timide, qui écrivait des poèmes sur l'exil et l'amour interdit. « Tu ressembles à quelqu'un qui a perdu son chemin », dit Amine un soir, sous les étoiles provençales. Lucas rit, amer. Et qui l'a trouvé, peut-être. Ils parlèrent tard, Amine confessant sa peur d'être renvoyé en Algérie, Lucas partageant pour la première fois son trouble pour Charles. La haine était mon bouclier. L'amour, mon bourreau. Amine hocha la tête. Laisse-le guérir. Charles, quant à lui, cherchait expiation. Il visita Marc en prison, à travers une vitre sale, des jetons de téléphone claquant comme des chaînes. « Pardon, dit-il simplement, la voix rauque. Marc, amaigri mais fier, répondit, tu as fait ce que tu croyais juste. Mais ça fait mal. Dehors, sous la pluie normande qui fouettait les barreaux, Charles pleura pour la première fois depuis l'enfance. Puis, impulsivement, il écrivit la lettre, des pages manuscrites, tachées d'encre et de larmes, confessant tout au sapeur d'aimer, sa trahison pour protéger ce qu'il chérissait le plus. Reviens, Lucas. Pas pour l'affaire, pour nous. Il l'envoya à l'adresse de l'oncle, priant pour un miracle. La lettre arriva un matin de printemps, quand les amandiers fleurissaient en nuages roses. Lucas la lut assis sur un muret ensoleillé, le vent portant l'odeur de thym sauvage. Les mots le frappèrent comme un raz-de-marée, vulnérabilité nue, regret cru. Je t'aime depuis le premier merde que tu m'as lancé. Il rangea la lettre dans sa poche, le cœur en guerre. Ce soir-là, il appela Sophie. Je rentre. Le train filait à travers les vignobles de Bourgogne, Lucas fixant le paysage défiler comme les pages d'un livre inachevé. À Paris, Charles avait démissionné, son bureau vidé en 1 heure. Il errait dans la ville, visitant les lieux de leur histoire, le café de Montmartre où ils avaient briefé Marc, la salle de réunion où le premier baiser avait failli naître. Un après-midi, au milieu d'une averse torrentielle, il se réfugia sous le pont des Arts, où des cadenas rouillés cliquetaient au vent. C'est là que Lucas apparut, trempé, son manteau claquant comme une voile. « Ta lettre, dit-il simplement, l'attendant. » Charles, les yeux écarquillés, murmura, « lis-la encore. » Lucas secoua la tête. « Je l'ai brûlée. Mais je suis là. » Leur réunion fut un ouragan contenu, accusations, larmes, puis un baiser sous la pluie lent, profond, lavant les poisons. « Pardon, souffla Charles contre sa peau. Lucas répondit, « Pas encore. Mais bientôt. » Ils marchèrent ensemble, main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. L'amour, fragile, renaissait des cendres. Mais le passé n'était pas mort. Une révélation guettait, le scandale familial de Charles, prêt à éclater. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fourneaux où les terrasses débordaient de Parisiens en sueur, sirotant des pastis glacés. Lucas et Charles, réconciliés dans une trêve précaire, partageaient désormais l'appartement de Charles sur l'île Saint-Louis, un nid d'aigle avec balcon en fer forgé et vue sur les bouquinistes du quai. Leur nuit était une exploration timide, corps découvert sous les draps de lin, murmure dans l'obscurité où la haine passée se muait en tendresse. « Tu es beau quand tu dors » chuchotait Lucas, traçant du doigt la cicatrice de sa lèvre, souvenir de leur gifle. Charles riait doucement, tirant Lucas contre lui. « Et toi, quand tu rages ?» Leur amour était un pont fragile sur l'abîme, bâti de pardons murmurés et de promesses chuchotées au creux de l'oreille. Pourtant, l'ombre du scandale planait. Marc avait été libéré sous caution, son procès reporté, et il avait coupé les ponts avec eux une blessure ouverte. Lucas et Charles, libres mais marqués, décidèrent de se lancer, un petit cabinet pro bono, équité ouverte, installé dans un loft rénové du 3e arrondissement, près des marchés aux puces où l'on vendait des vinyles rayés et des rêves usés. Leur premier client fut une transgenre évincée de son emploi, une affaire modeste mais symbolique. « On recommence à zéro » dit Charles lors de leur inauguration, sabrant une bouteille de champagne tiède. Lucas leva son verre, pour les traîtres repentis. Le rire qui suivit dissipa les fantômes, un instant. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa à la porte sous forme d'un journaliste tenace du Canard enchaîné. Un après-midi pluvieux, alors que Lucas rédigeait une requête au tribunal, l'homme débarqua sans rendez-vous, un père dégoulinant sur le parquet. « Monsieur Duval, on m'a confié un dossier croustillant, votre père,
impliqué dans un harcèlement au bureau il y a 10 ans. Vous l'avez couvert, n'est-ce pas? Et maintenant, avec l'affaire Lefebvre. Charles blêmit, ses mains tremblant sur son café. Sortez. Mais le mal était fait, l'article parut le lendemain, une bombe titrée L'avocat parfait et le père monstrueux hypocrisie en soutane. La presse s'emballa, reliant les points, Charles, le justicier de l'affaire Marc, avait protégé son propre sang d'accusation de harcèlement sexuel contre un stagiaire gay, étouffant l'affaire via des règlements à l'amiable. Le cabinet fut assiégé, téléphone sonnant, flash crépitant aux fenêtres. Clients potentiels se décommandèrent, anciens collègues envoyèrent des mails venimeux. Charles, acculé, confia à Lucas dans la pénombre de leur chambre, c'était il y a 10 ans. J'étais jeune clerc, terrifié. Père m'a forcé à signer le NDA. J'ai cru que c'était pour la famille. Sa voix se brisa, révélant l'enfant qu'il avait été abattu par les attentes paternelles, forcé à l'excellence pour masquer les failles. Lucas le serra, sentant les sanglots secouer son amant. Tu n'es pas lui. Mais tu dois réparer. Ensemble, ils décidèrent, Charles témoignerait, brisant le silence, exposant son père au grand jour. Le climax survint au palais de justice, lors d'une audience préliminaire pour l'affaire paternelle ravivée. La salle était bondée, journalistes et militants queer se pressant sur les bancs en bois patiné. Charles monta à la barre, costume impeccable mais regard hanté. J'ai trahi un innocent pour protéger un monstre. Aujourd'hui, je rectifie. Ces mots, posés et dignes, décrivirent le harcèlement, avance forcée, chantage émotionnel. Le père, un colosse aux cheveux blancs, assis au fond, le foudroya du regard. Lucas, dans la galerie, retenait son souffle, fier et terrifié. La presse applaudit, les militants scandèrent justice. Mais la réaction fut violente. Le père, ruiné par les poursuites, se suicida cette nuit-là dans sa villa de Neuilly, laissant une note accusant Charles de meurtre moral. La nouvelle frappa comme un tsunami, Charles, effondré, erra dans Paris, accusé par la famille de fratricide indirect. « Je suis un poison » murmura-t-il à Lucas, lors d'une nuit blanche au bord de la Seine, où les péniches glissaient comme des fantômes. Lucas, les yeux rougis, répondit « Non. Tu es courageux. Et tu es à moi. » Leur étreinte, là, sur les quais humides, fut un serment, amour contre le monde. La rédemption vint lentement. Le cabinet survécut, attirant des clients par la notoriété tragique de Charles. Marc, touché par le témoignage, les recontacta, pardon pour le silence. On bosse ensemble? Une trêve naquit, un cercle de guérison. Un an plus tard, sous les étoiles d'une Pride parisienne, où les chars multicolores défilaient sur les Champs-Élysées, Lucas et Charles marchèrent en tête, main dans la main. De la colère au baiser, murmura Lucas. Charles sourit, et au-delà. Leur fin était humanité pure, imparfaite, cicatrisée, mais vivante. Paris, éternel, les berçait dans son giron, témoin d'un amour forgé dans le feu.